On va changer un petit peu de terrain avec cette affirmation. Non, on ne plaisante pas avec l'OTAN. L'organisation refuse qu'on la prenne pour une cible facile. Alors elle hausse le ton. Si la Russie lance ne serait-ce qu'une cyberattaque envers l'un de ses membres, elle répliquera et elle ira jusqu'à déclencher l'article 5, c'est-à-dire l'article, vous le savez, qui dit que si un membre est attaqué, tous les autres répondront, militairement notamment. Regardez ce qu'a déclaré le chef du comité militaire de l'OTAN, Rob Bauer. Il dit « Si les services essentiels à nos sociétés sont menacés ou ne peuvent pas fonctionner, alors nous sommes proches du point où nous pouvons réagir de la même manière que lors d'une attaque physique. » Et le secrétaire d'État américain, d'ailleurs, ne dit pas autre chose. Le Kremlin a également intensifié ses attaques hybrides contre les États de première ligne et les membres de l'OTAN, incendiant et sabotant des entrepôts d'approvisionnement et ne respectant pas les frontières et les démarcations maritimes. Dans les pays baltes, de plus en plus de cyberattaques ont lieu. Continuons à diffuser cette information. Je peux vous dire que lors de la réunion des premiers ministres d'aujourd'hui, pratiquement tous les alliés étaient présents pour voir qu'il s'agit d'un problème qui se pose. Nous savons ce qu'ils sont en train de faire et nous répondrons à la fois individuellement et collectivement si nécessaire. Aurélien Duchesne, les attaques, les cyberattaques, il y en a assez régulièrement de la part de la Russie. À partir de maintenant, une seule est commise sur un pays de l'OTAN et on est vraiment capable d'y aller militairement. Ça me paraît un peu gros, non ? Toute la question, c'est celle de l'appréciation du seuil, de deux seuils en fait. Il y a le seuil de l'article 5 dont on parle beaucoup, article 5 qui normalement est censé s'appliquer pour la défense d'un territoire contre une attaque conventionnelle, par exemple une visite de petits hommes verts sans uniforme russe en Estonie. Mais cette question de l'aspect cyber, elle s'est déjà posée dès l'administration Obama. J'ai regardé l'ancien secrétaire d'État à la Défense, Leon Panetta, disait que s'il y avait une attaque massive contre les États-Unis au point que des services publics, des services bancaires ou autres seraient mis à l'arrêt, les États-Unis, s'ils trouvaient avec suffisamment de preuves qui étaient à l'origine de la cyberattaque, ils n'excluaient pas une réponse conventionnelle. De l'autre côté, on a eu le précédent en 2007, où la question s'était posée. L'Estonie, qui est même surnommée e-Stonie parce que c'est l'un des pays les plus numérisés de la planète, l'Estonie avait subi des cyberattaques tellement massives que d'aucuns avaient dit mais c'est une vraie agression. Sauf que c'était à l'époque où on disait que la menace russe était un fantasme, ils vont pas attaquer leurs voisins. Un an après, ils commençaient par la Géorgie, mais ça c'est accessoire. Maintenant, la question se pose parce que le consensus au sein de l'OTAN est que Poutine et les dirigeants russes voudraient tester justement notre seuil de tolérance de leurs agressions et que Poutine n'aurait pas forcément besoin d'envoyer des chars en Pologne ou dans les pays baltes et qu'il peut justement tester d'autres seuils, y compris le cyber. Et toute la question, c'est jusqu'où on est prêt à tolérer tout ça. Claude Blanche-Maison, qu'en pense le diplomate que vous êtes ? Est-ce que ça, c'est un petit peu aller vite en besogne, menacer d'intervenir militairement en cas de cyberattaque ? Il y a plusieurs sortes de cyberattaques. Ça dépend quels sont les objets de la cyberattaque. Et effectivement, la France a fait très souvent l'objet de cyberattaques venant de Russie. Les services français sont bien équipés pour rétorquer. Et leur politique est généralement de ne pas le crier sur les toits, éventuellement de ne pas signaler cette cyberattaque, sauf s'il s'agit évidemment d'un hôpital où tout le monde, bien entendu tout le monde le sait, mais de faire une attaque en réplique qui soit supérieure à l'attaque que nous avons subie. Maintenant, il y a peut-être un fait nouveau depuis hier, puisque à la télévision russe, Medvedev a repris les propos d'un des propagandistes habituels pour dire mais on va lancer une cyberattaque sur la force de frappe française, la force de frappe nucléaire et la force de frappe britannique. Et on va complètement neutraliser leur système de défense nucléaire. Alors évidemment, là, ce serait un acte de guerre. Il est clair que si on s'attaque à la force de frappe française, on s'attaque à un élément constitutionnel, existentiel de l'État français. Et par conséquent, ça serait évidemment, ça ne serait plus une cyberattaque, ça serait un acte de guerre. Alors, c'est pour ça qu'il faut bien distinguer, je pense, l'objet de la cyberattaque. Et effectivement, il est clair que la réponse à ce qui a été dit hier par des irresponsables à Moscou, dont l'ancien président, c'est quand même embêtant que l'ancien président se livre à ce genre de propos, c'est que le système de défense nucléaire français et le système de défense nucléaire britannique étaient exposés à ce genre de choses. À ce moment-là, ça voudrait dire qu'on nous déclare la guerre. C'est aussi simple que ça. Et nous répondrions par les moyens appropriés.
Margot, justement, l'OTAN avait déjà commencé à faire monter un peu cette musique. Regardez ce que disait Stoltenberg. Il disait « Il s'agit de cyberattaques à grande échelle. Nous serons en mesure d'utiliser l'article 5 et de réagir non seulement dans le cyberespace, donc là tout est clair, mais aussi dans d'autres domaines pour protéger les alliés de l'OTAN. » À part le militaire, qu'est-ce qu'il y a comme autre domaine? En fait, il parle de ça. Vous avez également d'autres cyberattaques, une réponse pas dans le cyber également. C'est-à-dire que c'est pas obligé d'être avec des armes et de l'artillerie. Oui, mais là il dit dans le cyber et d'autres domaines. Oui, mais ça fait partie de la dissuasion. C'est-à-dire qu'on a tout le principe de la dissuasion, c'est de faire peur à l'autre, de jouer justement sur les limites et de faire entendre sa voix de cette manière-là. Donc on reste tout de même dans le champ de la dissuasion, tout en sachant que l'article 5, je le rappelle, n'est pas un article automatique. Donc chaque pays peut décider de ce qu'il fait. Ce n'est pas parce qu'on déclenche l'article 5 que le pays est obligé de suivre une ligne directrice du commandement militaire de l'OTAN. Donc chaque pays peut décider exactement ce qu'il veut faire. Mais oui, une cyberattaque sur des institutions civiles, par exemple, sur le domaine énergétique comme ça a été fait en Ukraine, là, oui, c'est considéré comme un crime de guerre. Donc il faut être très vigilant par rapport à ce que dit M. Bauer, parce que c'est un militaire qui parle, il reste dans la dissuasion militaire également, et donc il reste dans ce champ-là. Mais après, vous l'avez bien dit, ça ne date pas d'hier. M. Stoltenberg l'a dit également en faisant part de cette dissuasion, en disant que une cyberattaque est aussi une forme d'attaque sur un autre pays tiers. Aline Lebecq-Reimer. Oui, d'autant que très clairement, il y a une unité organisée du GRU, les services de renseignement militaire russes, qui opèrent en fait derrière toutes ces attaques, notamment en Pologne, en Allemagne, en France, en Tchéquie, dans le ciel du Nord. Au passage, on a quand même eu un ciel dans l'espace du Nord brouillé en termes de GPS, qui fait perturbation du même. Donc finalement, des choses extrêmement dangereuses. Donc ce groupe, il s'appelle les Fancy Bears ou APT28 et il est identifiable depuis 2010. Mais justement, en Allemagne, typiquement, on l'a, désigné coupable d'une attaque, d'une cyberattaque il y a un an. On a mis un an à le condamner, à le cibler, ce groupe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si une cyberattaque est commise, ça peut prendre des mois, voire des années avant qu'on identifie les coupables. Donc en fait, tout ça est à une autre vitesse que celle de la guerre. Parce qu'ils sont en exercice depuis 2010. Il y a eu une accélération en 2021 et une accélération encore plus intense depuis 2023, qui correspond à l'attitude agressive, extrêmement agressive de la Russie à notre endroit. Parce que de rappeler que c'est la Russie qui attaque. L'Occident et l'Ukraine se défendent. Donc il y a cette poussée en fait d'action. Oui, il est question, je crois qu'hier par exemple, ça techniquement en termes d'urgence létale pour les gens, on croit que ce n'est pas grave, mais ça fait partie de tout un dispositif militaire. Une fausse dépêche est tombée sur les radars de presse en Pologne, expliquant que 200 000 jeunes Polonais allaient être mobilisés pour être envoyés en Ukraine. Et il n'arrête pas de semer le chaos, d'instrumentaliser les peurs, de vouloir isoler diplomatiquement aussi l'Ukraine. Donc en fait, c'est un plan qui est à l'œuvre avec des choses qui peuvent nous paraître peut-être moins graves, mais aussi des choses extrêmement graves, parce qu'ils peuvent perturber des trains. On l'a vu en Pologne, ils peuvent faire exploser des sites militaires, comme on l'a vu en Tchéquie. Ils peuvent assassiner ou tenter d'assassiner les gens, comme on le voit finalement un peu partout. Et M. Blanche-Maison a parfaitement raison. Il y a des réponses déjà à l'œuvre depuis des mois de la part de l'Occident, mais qui n'ont pas vocation à être publiques. Donc en fait, ce qu'il se passe là, c'est de décider de montrer les muscles très officiellement et très publiquement. C'est ce que fait très exactement les prises de parole qu'on vient de lire. Ah, il y a aussi, puisqu'on parle justement de défense face à les attaques russes, il y a la présidente de la commission de défense du Parlement allemand. Elle a appelé les forces armées du pays à activer 900 000 réservistes allemands à la lumière justement du côté très menaçant de la Russie ces derniers temps. Aurélien Duchesne, est-ce que, ça a des chances d'aboutir? Deuxièmement, est-ce qu'on devrait tous faire de même? Sur la question, un bon courage aux Allemands pour réussir à mettre tout ça en œuvre, parce que depuis le Zeitenwende, c'est-à-dire le tournant pris par l'Allemagne dans sa politique de défense depuis février 2022, beaucoup de décisions qui devaient être prises dans les tout prochains mois sont toujours en attente. Qu'il s'agisse par exemple des recrutements. Les Allemands ont des problèmes de recrutement, ce qui explique par exemple tous les débats sur le retour d'une conscription. Et deuxièmement, autant les dirigeants politiques par exemple ont totalement changé de logique par rapport à la puissance militaire. Par exemple, ils se sont désinhibés là-dessus. Autant dans le reste de la population, les débats sur le retour de la conscription du service militaire sont beaucoup plus sensibles. Sur la deuxième question,
que j'ai oublié. La deuxième question, c'était est-ce qu'on devrait tous faire la même chose pour se protéger ? Non, enfin, s'agissant de la France, je pense que ce que disent des experts comme Michel Goya, par exemple, qui dit on a besoin, par exemple, de retrouver de la masse en augmentant ce qu'on appelle les RO1 et RO2, c'est-à-dire les réserves opérationnelles. Ça, oui. En revanche, vouloir que la France revienne à son modèle de plusieurs centaines de milliers de conscrits mal équipés, mal entraînés, comme c'était le cas avant que le président Chirac suspende le service militaire, ça n'a pas de sens. On reste dans l'OTAN et même dans le cadre de l'OTAN, on pourrait envoyer des dizaines de milliers de réservistes si c'était un conflit de longue durée. Mais on n'a pas besoin, je pense, de revenir au modèle de circonscription qu'on avait encore dans les années 80. Pourtant, Margot, ça pourrait aussi faire une différence. Montrer à Poutine qu'on a en effet les bras et qu'ils sont mobilisés dès maintenant, c'est aussi une manière de dissuasion assez importante. Je pense que la dissuasion se fait plus sur le complexe militaro-industriel. Et c'est là-dessus, justement, que le ministre Sébastien Lecornu a insisté, c'est-à-dire de développer nos industries de défense qui étaient complètement à l'abandon. Certaines ont également fermé leurs portes. On l'a vu également avec les usines de poudre dont on n'était plus capable de produire le moindre gramme. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de très compliqué et qui, justement, nous mettait en péril sur le plan de la dissuasion. Action-réaction, ça a été fait, c'est en train d'être fait à l'heure actuelle, c'est un peu tard malheureusement, mais oui forcément avoir les bras c'est bien, mais encore faut-il avoir les armes et les obus, et ça c'est quelque chose sur lequel la loi de programmation militaire insiste également, se développer non pas seulement sur le plan de l'armée de terre, mais également dans le plan de la marine, puisqu'on a vu avec tout ce qui se passe en mer Noire qu'il y avait un véritable besoin de se développer sur ce plan-là également, aussi avec des nouvelles armes furtives comme les drones qui permettraient également d'être agile sur le terrain militaire aussi. Après, ce qu'a dit Aurélien est très juste, c'est-à-dire qu'on est plus sur un modèle d'augmenter le nombre de réservistes plutôt que de revenir à un service militaire comme on l'a connu sous les années Chirac, c'est-à-dire quelque chose qui coûte très cher avec des personnes qui ne sont pas forcément volontaires. Clean, oui. Et il n'y a rien de pire qu'un militaire qui ne veut pas faire la guerre. Aline de Becquemer. Je voulais ajouter, en plus de tout ça, de remonter les avis estoniens, géorgiens, ukrainiens, ceux qui sont en première ligne. C'est que un des moyens les plus rapides et les plus économiques d'arrêter l'escalade voulue par Vladimir Poutine, c'est de faire gagner l'Ukraine et d'arrêter les Russes en Ukraine. Tout le reste s'effondrera aussi. Et c'est ça une des priorités absolues des alliés. Blanche Maison. Oui, moi je suis tout à fait d'accord que l'urgence, c'est que nous retrouvions notre souveraineté industrielle dans le domaine de l'armement. Mais si on l'avait perdu, c'est parce qu'en effet, il avait été estimé, dans ce secteur-là comme dans d'autres, qu'il était plus économique de fabriquer à l'extérieur, là où les coûts de fabrication sont moindres. C'est pour ça qu'on faisait plus de poudre, plus d'obus, etc. Bon, donc il faut en effet revenir à des choses sérieuses. Il y a des industries stratégiques dont on doit garder la maîtrise. Pour ce qui concerne les hommes, évidemment, moi j'appartiens à une génération qui a fait son service militaire et effectivement il m'arrive, d'ailleurs ça arrive aussi à quelques généraux, une petite minorité, de découvrir des mérites, même si en effet il est hors de question de revenir au service militaire d'avant Chirac, bien entendu. Simplement, le problème qui se pose est comment sensibiliser la population française au problème de défense. C'est probablement pas l'école qui le fera. Donc il faut probablement inventer quelque chose qui soit un intermédiaire entre le service national universel, qui est quand même extrêmement restreint, et quelque chose qui soit obligatoire pour tout le monde, garçons et filles, dans une tranche d'âge à déterminer, et qui sensibilise à la chose militaire, qui la sensibilise pour que les gens soient conscients de la menace. Ils ne le sont pas aujourd'hui. Et les sensibilise aussi parce qu'après tout, ce sont aussi des électeurs et que ça va coûter de plus en plus cher, bien entendu, puisqu'il faut augmenter la production d'armement et aller vers des armements plus modernes, vers des technologies plus modernes. La Pologne a fait quelque chose qui est peut-être un bon intermédiaire, qui est de développer la réserve, mais de le développer considérablement en acceptant d'incorporer tous les gens qui seraient candidats, garçons et filles, là encore, et en leur proposant des formations professionnelles. Par conséquent, en mettant un élément d'attractivité.
Donc formation professionnelle plus traitement salaire qui soit d'un niveau correct, convenable. C'est ce que font les Polonais actuellement. Et on voit d'autres des pays baltes, par exemple, qui ont rétabli, la Suède aussi, un service obligatoire. Mais il ne faut pas le caricaturer naturellement comme le service militaire d'antan, avec son folklore. Vous l'avez fait, vous, service militaire, Aurélien? Je suis dans le 98, il a été suspendu en 96. Je sais bien que non. Il est tellement bon qu'on oublie qu'il est aussi jeune. C'est ça, c'est pour ça que je voulais placer cette petite information sur votre âge.